Je suis vraiment content d'être avec Nicolas Femme qui vient nous parler de son documentaire Cobaye. Nico teste les arts martiaux mix. Salut Nico, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très très bien. Merci beaucoup de prendre le temps de venir me jaser ça. Y a pas de Euh, stress. Là, tu as travaillé, en fait, c'est pour RAD, qui est une espèce de petite partie de Radio-Canada. Tu peux-tu nous parler un petit peu, juste avant de commencer, d'embarquer dans le documentaire, sur c'est quoi exactement RAD? Ouais, ben en fait, c'est Radio-Canada qui s'est rendu compte il y a une couple d'années, il y a 6 ans exactement, que tu sais, il y a une partie des plus jeunes générations qui n'écoutent pas vraiment les nouvelles. C'est pas une surprise, tu sais, qui lisent pas vraiment les journaux, qui n'écoutent pas vraiment la télévision. Fait qu'ils se sont demandé un peu comment renouveler le journalisme, si tu veux, pour les atteindre. Fait qu'ils ont mis une petite équipe ensemble. Puis là, ils leur ont donné cette mission-là, tu sais, essayer de faire du journalisme qui va parler à ceux qui ne nous écoutent pas, tu sais, puis qui n'ont pas d'intérêt pour le téléjournal et des choses comme ça. Fait que ça a été lancé il y a 6 ans. Puis au début, c'était ben, vraiment des topos sur Facebook, puis OK. principalement, là, tu sais, Instagram, c'était minime à ce moment-là, puis on n'était pas encore sur YouTube. Ça a vraiment pogné au point de devenir quand même tu sais, un peu une marque en soi dans le monde du journalisme numérique. Une grosse croissance là. Puis, fait que, tu sais, aujourd'hui, on a une audience de peut-être 100 000 abonnés sur Wow. Instagram, 90 000 sur YouTube. Puis on essaie maintenant d'aller sur TikTok. Là, tu sais, on se déplace. Facebook, c'est Mhm. comme un peu mort. Là. Ouais, ouais, les Apparemment que algorithmes et tout aussi, c'est pas évident là, non, c'est ça. C'est plus poster mes là-dessus. parents qui sont sur Facebook, on dirait Mhm. Moi maintenant. Puis aussi. avant, on a une grosse communauté de gens super engagés. Puis maintenant, on a beaucoup des drôles de commentaires là, Ah ouais, hein? de personnes un peu décalées. Tu sais, c'est pas, il y a encore des gens sur Facebook, évidemment, mais notre mission, c'est vraiment de se déplacer un peu tu sais, en quête de nouveaux auditoires. Puis dans RAD, moi, j'ai la série qui s'appelle Cobaye, Mhm. euh, puis qui est encore plus, si tu veux, axée sur tu sais, essayer des nouvelles affaires, puis innover dans le ton. C'est pour ça que tu sais, je teste des trucs moi-même, comme dans la saison 1, je suis allé voir des coachs de vie, tu sais, parce que tout le monde parle un peu de croissance personnelle. Fait que là, je me demandais un peu si ça avait du sens, puis qu'est-ce qu'on apprend avec un coach de vie et tout. Fait que, tu sais, je fais un peu des expérimentations comme ça, puis ça reste du journalisme radio-canadien. Ça veut dire qu'après ça, je vais avoir des experts et tout pour Mhm. relativiser un petit peu la patente. Mais tu sais, sans avoir le carcan des reportages que tu vois à la télé. C'est pour ça que ça dure, ça peut durer 20, 30, puis là, celui sur les MMA dure 44 minutes, ce qui est Ouais, quand même ouais. exceptionnel. Ben, c'est ça, justement, Cobaye. J'imagine que ce que tu as fait avec les arts martiaux mix, en tout cas, sur ton corps, est-ce que c'est celui que tu as plus mis à l'épreuve, là? Honnêtement, ouais, tu sais, j'en avais fait on a fait un dossier sur un dossier qui s'appelait Corps il y a 2 ans. Puis là-dedans, tu sais, mon collègue Simon a fait un truc sur les stéroïdes. On a parlé de grossophobie. On a parlé de toutes sortes d'affaires. Puis moi, j'ai testé le keto. Puis tu sais, OK. c'était une des premières fois où, tu sais, parce que je te dis qu'on essaie des trucs qui ne sont pas nécessairement conventionnels dans le journalisme. Tu sais, il faut comprendre qu'à Radio-Canada, un journaliste qui fait le régime keto, ou tu sais, encore moins qui monte dans un octogone puis qui commence Mhm. à donner des shots avec Fred Duprat, c'est pas, c'est pas normal, là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment une drôle de bébite, puis c'est assez nouveau. Fait que keto, là, tu sais, j'ai essayé ce régime-là, puis c'était vraiment comme j'ai fait juste. Je devais le faire 2 semaines, puis après une semaine, j'ai littéralement choqué. Là. Ah ouais. J'étais pas bien, puis j'avais aucun glucide dans mon corps, puis là, j'étais étourdi, j'étais faible, puis j'ai tellement pas aimé ça que j'ai choqué. Tu sais, j'ai quand même pu faire le topo, mais c'est juste pour te répondre à ta question que dans le fond, oui, parce que tu sais, la seule autre fois où j'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui altérait un peu tu sais, mes sensations physiques, puis ma santé, c'était keto, puis j'ai arrêté Mhm. après 7 jours. Là, cette expérience-là a duré 3 mois avec la MMA, puis tu sais, la partie coupe de poids, j'ai Ouais. suivi le régime tu sais, du préparateur physique Jeff Godreau pendant 6 semaines, là, tu sais, comme pas à la lettre, tu sais, comme j'avais pas, je m'en allais pas me battre là, Mhm. pour une ceinture ou rien. Ouais. Fait que quand il me disait 150 grammes de dinde, peut-être j'en mangeais un petit peu plus, Ouais, hein, peut-être ouais, peut-être ouais. j'avais faim, mais je coupais vraiment comme ce qu'il fallait couper pareil. Puis j'ai fondu, tu sais, j'ai perdu 25 livres au total, incluant la déshydratation.
Fait que ça m'a moi-même surpris, honnêtement. Je me voyais perdre du poids jour après jour. Là, c'était comme c'est une constante, ça descendait. Puis ça m'a vraiment impressionné. Fait que là, tu es allé pendant 3 mois t'entraîner au H2O. Est-ce que tu connaissais, t'avais-tu une base dans ce sport-là? Qu'est-ce que tu connaissais du MMA ou des sports de combat avant de te lancer là-dedans? Moi, tu sais, ben ça, j'en parle pas en topo, mais tu sais, dans le fond, j'ai fait du taekwondo quand j'étais jeune, mais vraiment comme jeune, là, tu sais, j'étais ceinture rouge, 2 barres noires. Fait que là, dans le fond, de mon souvenir, sauf erreur, tu sais, après ça, c'était l'examen de ceinture noire. Mais j'avais genre 12 ans, tu sais. Ok, ouais, c'est pas Et une même avec le recul, je me demande même comment qu'un enfant de 12 ans est censé être ceinture noire dans un art martial. Ben, je suis comme, voyons, en tout cas, c'est ça qui est ça. Puis quand j'avais fait ça, j'étais quand même poche, là, tu sais, genre j'avais une phobie, une solide phobie des combats, là. OK. C'est vraiment drôle, là, tu sais, dans la partie combat, là, j'étais bloqué, ben, j'avais des maux de ventre tellement j'aimais même pas ça me Ah battre, ouais. puis j'avais peur, là, tu sais. Fait que ça pour dire que en tout cas, petite réussite personnelle d'avoir 30 ans plus tard ou presque 30 ans plus tard surmonter ça. Mais en fait, là, je m'égare, là, je m'éloigne de ta question. Je connaissais juste, j'avais fait ça du taekwondo quand j'étais petit. Puis après ça, au secondaire, je commençais à regarder UFC OK. avec mes amis. Puis, j'étais quand même fan, pas fan comme j'imagine, les gens qui nous écoutent ou qui te suivent au point de vraiment connaître tous les combattants et tout. Mais j'étais évidemment, comme tout le monde, fan de Georges. J'allais Ouais. voir ses combats dans les bars dès qu'il y en avait. Puis, mais c'était quelque chose que je connaissais de loin. Mais ça convient à la série parce que c'est ça le principe, c'est de prendre un truc qui est populaire, puis que tu as l'impression que tu juges de loin. Puis ça, c'est le parfait exemple. Là. Je veux dire, le MMA, les gens s'arrêtent vraiment beaucoup à la première impression qu'ils en ont. Puis c'est un sport qui a tellement évolué juste dans les 20 dernières années, mais combien de personnes on reste avec l'image de ce que c'était dans les années 90. Tu tombes sur 2 personnes ensanglantées une par-dessus l'autre. En tout cas, ma mère ou bien des gens avec qui je parlais de ce sujet-là, Ah qui oui. étaient comme, ça n'a pas d'allure cette affaire-là. Mais ils n'ont jamais comme suivi les changements qu'il y a eu là-dedans. Ils ne se sont jamais intéressés vraiment à ce qui se passe dans l'octogone, puis c'est quoi ces arts martiaux-là. Puis, fait que, bref, encore une fois, je reviens à ta question. Je ne connaissais pas grand-chose de ça, mais c'était parfait pour l'expérience parce que l'idée, c'était comme, OK, regarde, je passe à travers le stéréotype, là, puis l'idée préconçue, puis je le fais, tu sais. Puis vraiment, j'ai juste browsé un petit peu sur Instagram, je voyais Olivier Aubin-Mercier, j'étais tombé sur lui une couple de fois, puis je trouvais littéralement juste qu'il avait la smart, là. Puis je me suis dit, regarde, je vais l'appeler, je ne perds rien. Je l'ai appelé, j'ai dit, j'aimerais ça faire un topo, tu sais, puis peut-être que je pourrais l'essayer, je sais pas, un petit peu. Puis il était comme, fine, mais dérange-moi pas, tu sais, moi, j'ai une grosse saison. Viens me rencontrer, puis on va voir ce que ça donne. Là, il m'a donné le numéro de Richard. Puis là, j'ai appelé Richard au H2O, puis là, j'étais comme, ouais, je suis journaliste, je peux essayer le MMA, puis tout. Puis il était comme, OK, tu sais, ouais, Let's tu go, veux là. venir prendre des cours si tu veux, puis je pourrais te coacher. En tout cas, tu sais, c'est tout du monde qui ne connaissait pas, puis ne savait pas vraiment exactement ce que je voulais faire. Puis moi-même, je ne le savais pas, Ouais, ouais. pour être bien honnête, exactement. Puis je pense pas qu'il se doutait que j'allais, puis moi non plus, en fait. T'allais Là. le faire pour vrai, là, ou genre t'allais Ben oui, mais l'amortir, c'est ça, là? à la fin, je pense que les deux ont été surpris de comme, OK, le gars, il s'est mis à se pointer au gym 4-5 fois semaine, puis Ouais. tout le monde a vu que je fondais à vue d'œil aussi, dans le premier jour du topo, je suis rond comme une bille, là, tu sais. Puis genre, je m'entraîne en gros, bas de laine du Canadian Tire, puis je fais C'était comme, bon, ça. je suis en train de trouer, puis je suis bord de vomir, tu sais. Puis à la fin, je suis quand même dedans. Fait que bref, je me suis mis à entraîner, puis j'ai vraiment eu la piqûre. Puis ça a donné là, que je l'ai fait comme ça pendant 3 mois, puis que j'ai fait le sparring à la fin. Puis ça s'est un peu construit avec ce qui venait, tu sais. Les entraînements, quand tu dis que tu y vas, tu sais, 3, 4, 5 fois semaine, comment ça fonctionne pour ceux qui aiment le sport mais qui ne s'entraînent pas nécessairement? S'entraîner en arts martiaux mixtes, j'imagine que justement, tu as des cours de kickboxing, tu as des cours de jiu-jitsu, mais est-ce que c'est une journée jiu-jitsu, une journée kickboxing, une journée lutte ou dans le même entraînement, tu vas toucher un peu de tout? Ben, tu sais, j'imagine que ça varie probablement d'un gym à l'autre aussi, là. Tu sais, moi, j'ai choisi H2O, ben, tout simplement parce que c'est pas loin de chez nous, puis Olivier s'entraînait là-bas, fait que c'est facile, c'est centralisé. Eux, ils ont des cours de Muay Thai, des cours de wrestling, des cours de Jiu-Jitsu.
avec ou sans Guy. Puis, tu sais, tu as des plages horaires un petit peu à tous les jours, finalement. Puis, tu as aussi l'occasion d'y aller, tu sais, à gym ouvert, t'entraîner sur le sac et tout. Fait que moi, j'ai juste conjugué, tu sais, debout puis au sol, là, avec le plus basic qui m'apparaissait, c'est Muay Thai puis Jiu-Jitsu. Fait que je faisais un cours de chaque. Des fois, il y en a deux de suite, puis des fois, c'est des journées différentes. Mais tu sais, là, pendant 3 mois, j'ai vraiment essayé d'y aller. Je suis allé beaucoup trop par rapport à ma réelle capacité d'aller là, tu sais, comme avec la job que j'ai, puis le temps que ça prend, puis tout ce que j'ai à faire dans une semaine. Fait que, mais c'est ça, c'est juste pris des cours à la fois de Muay Thai puis de Jiu-Jitsu. C'est aussi simple que ça. Parce que Radio-Canada t'a pas libéré 3 mois pour que tu ailles. Non, c'est ça. Puis je sais pas s'il y en a qui se demandent si c'est ça le cas, là. Mais c'est pas mon temps de travail, là. Tu sais, c'est comme tous ces soirs-là, c'est mes soirs de temps personnel, là, tu sais. Puis je payais pour mes leçons, là. Fait que c'est pas comme si, c'est ça, c'était pas des vacances payées. Après, si on peut considérer ça comme des vacances, se faire étrangler pendant le Mais à cette heure, tu sais te défendre au moins. J'imagine que tu as une coupe de base, c'est que ce soit en Muay Thai ou à Jiu-Jitsu, à cette heure, Est-ce que tu as continué à t'entraîner aussi ou. C'est ça. J'ai fait ça pendant 3 mois, puis c'était il y a 7 mois. Fait que là, ça fait 10 mois, puis j'ai pas arrêté. Okay. La seule affaire, c'est que j'y allais vraiment intensivement pendant les 3 mois parce qu'il y avait ce topo-là à faire, puis il y avait l'espèce de sparring à la fin que je prenais quand même au sérieux. Même si c'est un peu, on en reparlera peut-être, mais c'était un peu une idée folle de sparring contre ces deux gars-là qui sont vraiment, vraiment, vraiment trop bons. Puis après coup aussi, j'ai compris que pour du monde comme ça, ils veulent bien là, se retenir, mais c'est dur. Là, pour eux, c'était pas des gros coups. pour moi, c'est une autre histoire. Mais bref, j'ai continué à m'entraîner, mais là, maintenant, j'y vais un peu plus, j'y vais moins parce que c'est juste la réalité de moi, à mon âge, avec mon travail. Déjà, d'y aller 3 fois semaine, c'est tough. Fait que, mais j'ai continué, puis c'est devenu mon sport. Avant, je faisais beaucoup de jogging. Là, je préfère vraiment faire des arts martiaux plutôt que de courir. Courir tout ça, c'est vraiment le fun. Puis, apprendre à se défendre aussi, il y a vraiment quelque chose de spécial là-dedans là, qui joue sur la confiance. Fait que, non, moi, j'adore ça. Là. Dans le docu, tu commences avec Olivier Mercier, qui, même si visiblement tu ne l'as pas trop dérangé dans sa saison de PFL, il a l'air d'être là du début à la fin. Là, on dirait que c'est l'espèce de parrain du documentaire là, qui va te suivre. Est-ce que tu suivais un peu l'UFC? Est-ce que tu connaissais les gars de la scène régionale? Tu as fait du sparring avec Nick Dufort, Fred Duprat. C'est des gars que tu as rencontrés parce que tu étais au H2O finalement puis que tu as appris à connaître. Ben c'est ça, c'était vraiment juste de fil en aiguille. T'sais. Moi, je connaissais rien à la scène québécoise, je ne savais pas, surtout pas que c'était illégal de faire des compétitions amateurs. Juste en lisant là-dessus, tout ce que je découvrais, j'étais comme, voyons, en tout cas, là, je ne peux pas faire de commentaires ou donner mon opinion, mais j'étais comme voir que c'est aussi compliqué que ça. Puis, dans ma tête, c'était simple. Puis, étant donné qu'il y a comme un champion, comme un des plus grands du sport, puis arguably, l'athlète canadien le plus connu dans le monde, dans ma tête, c'était comme c'est sûr que le sport est super développé, puis tout est réglé au Québec, mais étonnamment non. Puis toutes les personnes que j'ai rencontrées, puis les étapes de ce topo-là, ça s'est vraiment fait exactement comme dans l'ordre là, que c'est là-dedans. Fait que je suis allé rencontrer Olivier, je ne connaissais rien. Puis j'ai dit, OK, il m'a posé des questions de base, c'est quoi, pourquoi tu fais ça, t'aimes-tu ça, puis qu'est-ce qu'on apprend, OK, fine. Je commence à m'entraîner à partir de zéro, puis là, qu'est-ce que je vais vivre, OK, ça. Après ça, je commence à me poser des questions sur l'étape d'après. Bon, mais comment on fait pour faire des compétitions, OK, là, c'est amateur, OK, là, c'est illégal, OK, là, il faut faire ça. Puis là, je découvre ça, puis après ça, les professionnels, ils vivent quoi, c'est qui, combien ils gagnent, c'est vraiment le vrai raisonnement que j'avais que j'ai vécu en 3 mois, il était allé dans ce documentaire-là, puis c'est toute partie d'Olivier au H2O. C'est lui qui m'a dit, en fait, je suis allé là, puis j'ai bien vu Fred, là. Il est dur à rater là, dans ce gym-là. Puis, je m'en souviens, la première impression, je suis rentré là, puis je l'ai tout de suite spoté, puis j'ai dit, hey, arrête, tough, lui. Fait que je savais pas qu'il allait
qu'elle allait me Elle est top de même snapper contre. 3 mois plus tard. Bref, c'est tout du monde que j'ai rencontré là-bas. Puis Maxime Carabine, tu sais, c'en est un à qui j'ai demandé c'est où qu'il y a des galas à qui je parle. Puis je me suis juste servi un petit peu des contacts qui se faisaient sur place pour passer à l'étape d'après puis rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une belle scène, il y a une très belle scène là, quand même en martial mix, que ce soit par combattants ou avec les combattants ou avec l'espèce de petits médias underground là, avec MMA Talk et tout. Là, nous autres, on a bien du fun à faire ça, puis justement à en parler. Puis je sais pas si je l'embarque dans le stream, là, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Ouais, let's go. Faberglass, qui est comme le père de MMA Talk, si tu le connais pas, là, c'est pas mal lui, la légende. Salut! En martiaux mix qui vient de se pointer comme ça dans l'entrevue. Que ça va, Fab? Hey, ça va, man. J'étais supposé d'avoir un appel de la banque, puis il ne m'appelle pas. Fait que... OK, let's go. C'est un bon signe ou c'est un mauvais signe? Non, c'est un bon signe. C'est un bon signe, ça va. Si tu as des questions, Faber, n'hésite pas. Là, ouais, non, for sure. Ben, hey, je voulais juste venir entendre qu'est-ce qui se passait, fouiner un peu, puis féliciter Nicolas et tout. Surtout, là, j'avais laissé un commentaire sur le vidéo YouTube, mais je voulais te le dire de vive voix, man. Merci beaucoup pour qu'est-ce que tu as fait. C'est le fun de voir des gens donner une vitrine aux arts martiaux, man. Le monde, il nous aime pas, on dirait. Honnêtement, là, le monde, il pense qu'on est bizarre, que c'est, comme tu dis un peu, c'est barbare. Le monde, ils veulent pas s'attarder au sport et à la beauté de ce sport-là. Puis je trouve que de la manière que le documentaire a été fait, ça montrait vraiment les beaux aspects. Ça expliquait aussi super bien pour les gens qui sont pas au courant de notre situation un peu dans laquelle on se retrouve avec les combats amateurs, le jiu-jitsu, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai trouvé que c'était super bien fait, super intéressant. J'ai adoré le documentaire. Je voulais vraiment te féliciter et te remercier pour ça. Thanks, man. Ça va droit au cœur, man. Mais c'est parce que je pense que, ben, tu sais, comme bien des affaires sur la terre, c'est un sport qui gagne à être connu. Puis, comme je disais tantôt à notre ami ici, tu sais, c'est qu'il y a tellement, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui ont vraiment, ils se sont fait une idée il y a vraiment longtemps de ce que c'est, puis ils ont comme réglé le dossier, puis ils ont comme pas constaté à quel point ça a changé. Moi, un des commentaires que j'ai beaucoup aussi depuis avant-hier, c'est du monde, tu sais, qui m'écrivent pour dire, tu sais, qu'ils ne s'intéresseraient jamais à ça aux arts martiaux mixtes, mais maintenant, c'est fait, ils ont comme ouvert... ils ont ouvert un peu leurs yeux sur les nuances qu'il y a à faire là-dessus, puis ils ont comme découvert un monde. Après, c'est ça, c'est sûr, j'aimerais bien ça que ce docu-là voyage, puis qu'il y ait beaucoup plus de monde qui le voit. Fait que, c'est sûr qu'il faut qu'on gosse un peu l'algorithme, mais merci de mettre un commentaire puis d'en parler. C'est sûr que ça aide comme ça. For sure, man. C'est ça que j'ai aimé du documentaire, c'est plein de nuances aussi. C'est un super beau sport, mais c'est un sport qui est extrêmement violent aussi. Là. On ne se le cachera pas. Puis Georges Saint-Pierre, dans le docu, il dit oui, c'est très violent. Tu jases avec un neurologue qui vient quand même dire la même chose. Une des choses qui a été pour moi les plus touchantes, c'est l'entrevue avec la mère de Yannis Hazard. Là. À Samouraï, qui semble avoir été un peu improvisé. Là. On dirait que tu l'as croisé un peu pendant l'événement puis tu as décidé de jaser avec. Comment ça a été cette rencontre-là avec une dame qui vivait beaucoup d'émotions cette journée-là? Là? Ben oui, ça, c'est ce genre de moment-là, ça ne s'invente pas. Là. Je suis d'accord, c'est un moment qui est très touchant, mais ça, c'est juste c'est la job de journaliste d'être attentif sur le terrain à ce genre de choses-là. Puis on était dans les gradins en train de filmer du monde qui tripait puis qui encourageait les combats et tout, juste faire du visuel, de la foule et tout. Puis mon collègue caméraman, Seb, il me dit « Hey, elle a l'air de trouver ça tough, tu sais. » Puis elle était là à se cacher la face, puis elle filait pas, puis là, elle est partie, puis elle est partie dans la cage d'escalier. Puis là, il me dit, tu sais, d'après moi, ça doit être la mère de quelqu'un qui se bat, tu sais. Fait que là, on l'a regardé, lui, c'est toujours le réflexe de le filmer aussi parce que, tu sais, après, peut-être que ça ne servira à rien. Puis la dame aurait très bien pu dire « Ah, ça ne me tente pas de participer à ça, puis c'est correct. » Mais au cas où, tu sais, on prépare un peu ça. Fait que là, je suis allé lui parler, puis j'ai expliqué c'était quoi la démarche, puis tu sais, que je faisais l'expérience moi-même, puis que ma mère elle était bien stressée, même si j'étais comme, regarde, c'est un topo, là, je ne vais pas me battre, là, ils vont pas me casser la face. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, là? Ils vont être smart avec moi, là. Fait que, puis c'est encore drôle. Ouais. Mais là, tu sais, j'ai expliqué la démarche, puis, tu sais, avec quand même de l'empathie, là, tu sais, pour ce qu'elle vivait, puis on a discuté comme ça, puis au final, c'était vraiment intéressant ce qu'elle nous disait, parce que c'est une perspective, tu sais,
c'est une perspective qu'on n'a pas souvent, mais c'est une question que je me posais beaucoup en parlant à n'importe qui, tu sais, dans le topo. Tu sais, qu'est-ce que ta mère en pense? Qu'est-ce que ta blonde en pense? Parce que même si on adore la technique qu'il y a dans les arts martiaux et tout, c'est vrai que ça reste violent, puis ça reste dangereux. C'est sûr que quand tu aimes la personne, ça doit être dur. Ça doit être difficile à regarder. Puis on avait le meilleur exemple. Tu sais, je veux dire, ça ne s'invente pas. C'était la mère de Yanis pendant le combat de Yanis. Tu sais, je suis très content que ça existe, que ce soit dans le topo, mais c'est un mélange de chance et d'attention à l'opportunité. Comment tu as trouvé ton expérience à Samouraï? Venez voir des combats. Tu as fait les deux. Tu es allé voir des amateurs, tu es allé voir du professionnel. L'expérience en professionnel, c'est le 2 que tu es allé. Fait que c'était en mai dernier. Oui, Yanis Hazard, c'était en mai. Fait que le gala numéro 2. Comment tu as trouvé justement l'effervescence de la foule puis aussi les combats en général? Comment tu as trouvé le niveau? J'ai été vraiment impressionné, puis impressionné aussi du fait que je ne savais pas qu'il y avait des soirées aussi professionnelles avec un aussi haut niveau, puis au niveau de combat, mais aussi de production. C'est comme toutes mes amis à qui j'ai montré ça étaient comme OK, mais je veux dire, aller voir le UFC ou aller voir ça ici dans notre cours, je veux dire, ça a l'air aussi intense, puis ça a l'air aussi le fun comme soirée. Fait que, encore une fois, c'était un peu de l'étonnement de comment ça que c'est pas plus connu que ça. C'est une des questions que j'ai posées à Éric Aymard de Samouraï. C'est d'avoir l'impression que le MMA, c'est devenu vraiment plus mainstream dans les dernières années, puis ça a explosé dans le monde. Mais bizarrement, on dirait que j'ai l'impression qu'au Québec, c'est un peu l'inverse, puis que la vague était comme avant. Que les belles années, de ce que je comprends, les belles années du MMA, c'était plus 2013 à 2015, 2017. Puis ce qu'il m'a dit, c'est que c'est très événementiel comme industrie, puis comme sport, puis que l'événementiel dans ce temps-là, c'était GSP. Fait que, tu sais, il dit, puis ça rejoint la question des salaires aussi, puis des bourses. Il dit, comme si on veut que ce soit gros, ben, il faut donner des grosses bourses, mais il faut que les gradins soient pleins, il faut qu'il y ait des commanditaires, il faut qu'il y ait un peu de tout. Fait que, écoute, peut-être que ça va permettre aux gens de voir qu'il y a un show de ce niveau-là qui se déroule ici, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai juste trouvé ça plate d'être tellement occupé aussi par, filmer, là, ben, c'est ma job, puis j'aime ça, mais des combats comme Fred Dupas qui dure 40 secondes, faut pas que tu clignes des yeux, là, parce qu'après ça, c'est fini. Ça va vite. Cette soirée-là, les 3 premiers combats principaux, ça avait comme fini en 1 minute chacun, là, fait que ça avait gaulé. Là. Faber, toi, tu les as vus, les années GSP aussi, là, tu le sens-tu, le déclin? Ou, là, ça va mieux depuis Samouraï, mais il y a eu un bon creux de vague, là, quand même. Ah, man, on a tellement une histoire fucked up, là, ici, par rapport à ça, là. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de facteurs. C'est sûr que au mois de mai, il y avait le facteur pandémie. Ça, tu peux pas aller à l'entour de ça. À côté de ça, il y a du monde qui allait juste pas venir au show parce que c'était la pandémie puis il y avait peur. Il y avait d'autres mondes qui allaient pas venir au show à cause du port du masque. Puis tout, on se le cachera pas. Le corps de l'auditoire MMA, des fois, ils ont des drôles de valeurs, des drôles de manières de penser. On attire des fois, autant on peut attirer du monde super normal parce que ça vient plus mainstream, autant qu'on attire du monde des fois rigolo, mettons, si on peut le dire comme ça. Il y a ça. Il y a évidemment tout l'aspect gouvernemental, la légalité de la chose. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller se battre sur une réserve. Puis ces affaires-là, c'est sketch. Puis, écoute, l'histoire de TKO, je pense que c'est le plus gros aspect du MMA à Star. Dans le fond, il y avait une fédération, ça s'appelait TKO. Ça a roulé pendant très longtemps. Écoute, check. Le promoteur était un excellent promoteur, Stéphane Patry, vraiment un excellent promoteur, capable d'aller chercher des grosses commandites. C'est grâce à lui que le show de Samouraï est aussi beau. Parce qu'il a établi le standard. Vraiment, là, il a établi le standard au Québec. On a des beaux shows, des shows bien produits, des shows qui sortent bien à la télévision. Puis Samouraï voulait vraiment comme reproduire cette qualité de production-là pour pas qu'il y ait un drop-off. Parce qu'écoute, je pourrais te montrer des shows là, en Alberta ou à Vancouver ou à des places comme ça. Puis tu as l'impression qu'ils se battent dans une prison là, avec une petite lumière là, sur le top. C'est noir dans la salle. C'est mal produit. Le tapis est pas beau. La cage est pas beau. Il n'y a rien de beau. Il y a juste des combats. T'sais. Mais le problème avec TKO, c'est que
elle a vécu et crevé 2 fois. Puis les 2 fois que ça a crevé, c'est à peu près la même histoire qui est arrivée. C'est que le promoteur, il a envoyé des gars à l'UFC. Cette fois-ci, étant Marc-André Barriault, Charles Jourdain. Puis il y avait Cyril Gane aussi, qui était venu de la France, qui est allé dans l'UFC après, qui est basically gagné une ceinture intérimaire et tout. Là. Il a envoyé ces 3 gars-là dans l'UFC à peu près en même temps. Ce qui a fait qu'il a perdu beaucoup de ses headliners, ces gars qui vendaient des billets. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté de payer ses fighters, il a arrêté de payer ses commanditaires, puis après un show, il s'est poussé avec tout le cash, puis c'est ça qui est arrivé. Puis encore aujourd'hui, à ce jour, il y a des gens comme Johan Lennes à qui Stéphane doit de l'argent parce qu'il n'a pas donné soit des codes de billets ou whatever. Ça, lui, sa stratégie à Stéphane, c'est à tout bout de champ, il appelait Fighter, puis hey, viens me porter l'argent pour les billets, là, ça me prend ça là, ça me prend ça là. Puis la cote des billets, parce qu'il y a peut-être un pourcentage dans le fond des billets vendus, c'est comme leur incitatif pour vendre des billets. Ça veut dire, tu vends tant de billets, je te donne 10% de ta vente des billets comme cote. Mais le problème, c'est que lui, il prenait l'argent super longtemps avant le show, puis tu n'avais pas ta cote de billets vraiment longtemps après le show, sous prétexte que, ben là, il faut attendre d'avoir fini tous les livres, puis que je te donne un chèque de compagnie, puis nanana, mais il avait déjà fait ça avant, se pousser avec tout le cash, puis pas revenir. Puis il a encore fait ça cette fois-là. Puis malheureusement, la deuxième fois, il y avait plus de misère à se trouver des commanditaires à cause de la première fois. Donc, il a peut-être fallu, disons-le de même, qu'il aille chercher des sources de financement auprès de des gens que tu ne veux peut-être pas nécessairement faire affaire avec, ou du moins faire affaire avec, puis les crosser, puis il les a crossés. Fait que le gars, il s'est poussé avec le cash, il habite même plus au Canada, puis c'est ça qui est arrivé avec TKO, puis il n'y a plus personne autant partisan que pendant un bout les fighters qui avaient confiance en rien de ce qui était une organisation d'MMA au Québec, parce qu'on dirait qu'on a le PTSD que dès que tu as du MMA qui pop au Québec, c'est genre, patrie est derrière ça, man. Il y a du patrie là-dedans. Puis dès qu'il y a une petite affaire qui se passe, ça revient toujours à patrie, même si le dos, il n'y a comme plus vraiment rapport. Là. Mm-hmm. Même si il est patrie vive ailleurs. Oui, il est patrie vive ailleurs sur un temps, parce qu'il y a du monde ici que je pense qu'il ne voudrait pas croiser. Ah ouais, c'est pas une bonne. En voilà une moins bonne vitrine. Ouais, c'est ça, exactement. Ça a impacté longtemps aussi. Là, Samouraï, une nouvelle organisation, mais écope des contre-coups de ça. Ça va de mieux en mieux, là, mais écope encore de toutes ces années-là. Les premiers shows, jusqu'au le deuxième, ça a bien été, mais encore, même sur le deuxième, tu as sûrement remarqué, il y avait beaucoup de match-up québécois ou canadiens contre, mettons, un Français, un Mexicain, un combattant qui est de l'extérieur. Puis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de combattants d'ici qui est genre, non, moi, je veux pas me battre pour une promotion au Québec, Patrie doit être en arrière de ça, me faire crosser, j'aurai pas mon argent, ça va être de la merde. Puis ça, c'était dur pour Daniel, qui est tout le contraire de ça, là, on s'entend. Là. Mais c'était dur pour lui. Ouais, c'est ça. C'est dur pour lui parce que hey, ça coûte cher faire venir là, des Français, puis son coach, puis tu payes les billets d'avion, puis l'hôtel. Puis on s'entend qu'il y a plein d'affaires spéciales comme les Mexicains, tu peux les faire venir, mais ils ne peuvent pas faire d'escale aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas d'affaires d'échange avec les États-Unis. Donc, s'ils droppent aux États-Unis pour un escale, ils ne les laisseront pas rentrer, donc ils ne pourront pas venir ici. Fait que tous tes vols du Mexique, il faut que ça soit direct. Fait que ce n'est pas les vols les plus économiques. Fait que, en tout cas, très difficile, mais le point positif, c'est qu'après chaque show de Samouraï, Daniel a eu des textes, des messages de d'autres combattants qui. Il y en a un que ça lui a pris un show, il a dit ah, c'est vraiment beau ça, je veux me battre là. Il y en a que ça lui a pris 2 shows. Il y en a que ça lui a pris 3 shows. Là, on en a 4 de fait. Puis il y a de plus en plus de monde. Puis, veut pas, l'amateur, tu as vu comment ça roulait, puis tout. C'est plate parce que la régie ne reconnaît pas ces combats-là. Donc, les combattants doivent aller faire un examen devant la régie pour avoir leur licence. Mais au moins, ces combats-là sont recommencés. Donc, les gars sont capables d'acquérir cette expérience-là pour aller réussir leur examen devant la régie et essayer d'avoir leur licence pour faire leur début pro. Ben, l'étape de plus, c'est ça. Ce serait que la situation des sports de combat soit régularisée au Québec. Mais là-dessus, il y a de l'espoir. Moi, je veux dire, j'étais censé avoir une entrevue avec la ministre des Sports dans le topo. Puis, à la dernière minute, la semaine avant, finalement, elle s'est désistée. Mais, ce qu'ils disent au cabinet, c'est qu'ils ont l'intention de légiférer probablement au cours de la prochaine année. Après, c'est quelque chose que les amateurs de sport de combat ont déjà entendu.
Puis en 2019, après, il y a une pandémie. Puis là, la pandémie, c'est une débute un peu spéciale au sens où ça a impacté ça, mais ça a impacté tout. Là. Fait que, après ça, on peut bien chialer contre la pandémie, mais mettons, c'est comme une pause. Là. Mais là, la ministre est encore là avec l'intention de régulariser ça. Mais l'argument, pourquoi c'est plus long que le karaté? Parce que ça, c'est une des questions que je voulais lui poser aussi. C'est pourquoi ceux qui font du MMA, du jiu-jitsu et tout, ça fait 10 ans qu'ils attendent. Puis le karaté, tombe dans la même situation de flou juridique. Puis ça prend même pas 2 mois qu'il y a un décret puis les compétitions reprennent. Puis il y a quand même l'argument aussi que karaté, tu as une grosse fédération là, avec plein de jeunes qui en font, puis qui sont là depuis longtemps, puis c'est établi, puis blablabla. Oui, c'est un lobby peut-être plus puissant auprès du gouvernement, mais c'est vrai que c'est peut-être comme plus pris en charge que si je te disais, mettons, toi, demain matin, OK, regarde, c'est légal, les combats amateurs, c'est qui sanctionne les combats, c'est qui forme les arbitres, il y a quand même des questions à régler, puis du monde à choisir pour faire tout ça. Fait que l'argument qu'ils ont, c'est qu'il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut, puis s'assurer que c'est bien chapeauté, blablabla. Fait que, je veux dire, après, si t'es enthousiaste par rapport à ça ou pessimiste, chacun, probablement que les deux se défendent, mais le mot d'ordre, c'est que pendant 2023, ça devrait bouger, ça pourrait changer, mais c'est surtout pour moi, ce qui m'a impressionné dans ce topo-là, c'est surtout, disons, pour le jiu-jitsu, mettons. Là. Ouais. Quand tu dis que le judo, c'est légal, il n'y a aucun problème. Puis le jiu-jitsu, c'est comme ça. Je ne veux pas insulter des gens, dire c'est pas ma affaire, mais c'est pas loin de la même affaire. Là, non, mais écoute, dernière compétition de jiu-jitsu que j'ai faite légale au Québec, c'était ma dernière compétition ceinture blanche. J'avais gagné, j'ai reçu ma ceinture bleue après au gym. Je suis rendu ceinture brune, man. Ça fait longtemps, là. Brianna, très longtemps, là, elle vient de gagner une médaille d'or. Elle était à ACDC. ACDC était super bonne. Non, mais c'est comme tu as des champions comme ça, puis elle a reçu une. C'est la plus grosse compétition au monde, ça, d'ailleurs. Il n'y a pas plus important qu'ADCC, là. Mais elle a reçu une lettre de félicitations après l'avant-dernière compétition de la mairesse Valérie Plante, qui est comme, tu sais, bravo, tu sais, t'as une fierté puis tout, mais c'est juste l'ironie derrière ça si elle faisait des compétitions dans la ville là, de Montréal, elle pourrait se faire arrêter, tu sais. C'est juste, ça, c'est le genre de phrase que je disais un peu dans le topo, que je suis comme, c'est spécial. Oui, c'est vraiment particulier. Hey, Nicolas, j'ai 2 thèmes avant là, de te laisser partir. On déborde un peu du temps. Tu as fait une coupe de poids. Comment tu as apprécié l'expérience? Tu as fait ta coupe de poids versus le keto que tu n'as pas réussi. Fait que j'imagine que c'est encore, la même chose. Ouais. Je suis encore surpris que mes patronnes m'aient laissé faire ça. Puis je pense qu'elles sont elles-mêmes surprises aussi d'à quel point j'ai fait ça. Peut-être qu'au début, je n'étais pas clair là, sur à quel point j'allais me lancer là-dedans. Mais puis comme je te disais tantôt, on en a parlé vite, je veux dire, je ne me suis pas comme restreint en malade. Là. J'ai juste arrêté de manger du pain, des pâtes, puis des produits laitiers. Mais tu sais, comme je mangeais super bien, puis à ma faim et tout, ben, j'ai dégonflé complètement. Puis, tu sais, couplé avec l'entraînement. Puis après ça, la déshydratation, tu sais, fallait vraiment pas, tu sais, c'est un topo à Radio-Canada, fallait pas que je me mette en danger. Là. Je ne vais pas me faire une sudation. Là, comme, fait que, tu sais, avec JF Godreau, c'était vraiment, regarde, on va le tester un petit peu. Tu sais, on va le faire 1 heure. Puis moi, j'ai du monde qui font ça des 8, 10, 12 heures. Là. Fait que c'est minime, c'est presque rien. Mais moi, je suis beaucoup dans la vie. Fait qu'en 1 heure, j'ai quand même perdu, tu sais, plus que 6 livres. Fait que juste ça, puis le régime, ça m'a descendu de 24 livres. C'est quand même une grosse transformation. Fait après coup, on était comme, tu sais, puis à job, il le voyait aussi. Puis dans le topo, on le voit après l'heure des hydratations, je suis tout creusé, puis je suis un peu squelettique. Moi, mon feeling par rapport à tout ça, c'est juste, encore une fois, un peu d'interrogation par rapport au. Tout le monde s'entend pour dire que c'est pas bon, là. Mettons, pour ton corps, de faire des yo-yo, de monter puis de descendre de 30, 40 ou 50 livres, là, parce qu'il y en a qui sont bien intenses là-dessus, sur leur coupe de poids, puis aussi à quel poids ils marchent là, entre les deux. C'est sûr que c'est pas bon pour ta santé. Tout le monde le sait, tout le monde est d'accord. Et les athlètes et les personnes qui les préparent physiquement pour ça.
Fait que, tu sais, moi, je suis peut-être tannant avec ça, mais je comprends toujours pas pourquoi il n'y a juste pas quelqu'un qui mènerait et qui est comme pour que ça arrête, tu sais, parce que comme plein de gens le disent dans ce documentaire-là, si tu as 2 fighters qui sont à 170 à peu près, là, tu sais, c'est comme leur poids, là, leur poids en forme, mettons, là, leur poids à l'entraînement. C'est quoi l'intérêt que les deux descendent à 140 pour après ça se retrouver quelque part entre les deux, tu sais, puis les deux brisent leur santé, puis les deux ne sont pas à leur pic au combat parce que personne n'est à son pic quand tu t'es déshydraté 24 heures avant. Il n'y a personne aux Olympiques qui vont se déshydrater avant de courir le 100 mètres. Là. Non, c'est sûr. Tout le long de cette partie-là, je parlais à Jeff, puis j'étais fasciné par ça. Puis lui, il dit que, regarde, moi, je me suis renseigné autant que j'ai pu. J'ai fait tous les cours que j'ai pu de nutrition et tout, mais quand je demande à des médecins, peux-tu m'aider à faire une procédure de déshydratation, les médecins sont comme, ben non, man. Tu sais, je peux te dire comment t'hydrater, mais déshydrater, c'est comme, c'est un non-sens en soi, tu sais. Fait qu'après ça, je veux dire, il y a probablement plein d'autres affaires à dire là-dessus, mais moi, je m'arrête un peu à ça. C'est comme, pourquoi, tu sais? Je trouve ça fou parce que ça aussi, on le fait faire en MMA, mais ça arrive dans beaucoup de sports de combat. J'avais lu un rapport de la Fédération de lutte du Canada là, sur beaucoup de problèmes qu'il y avait eu dans les dernières années. Puis c'était fascinant. Là, les enfants, si tu n'étais pas au Centre national à Calgary, tu n'avais pas de nutritionniste qui pouvait t'aider dans ta coupe de poids. Tu as, je sais pas, 12-13 ans, il faut que tu coupes, ce qui n'a comme aucun sens. Puis en plus, tu n'es pas suivi. Tu sais, au moins dans ton heure de déshydratation, puis dans les semaines qui ont précédé, tu avais quelqu'un avec toi qui est un professionnel qui t'a suivi. Mais c'est hallucinant de laisser, de faire ça à tout le monde de manière assez aléatoire. Là. Des coachs qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font puis qui déshydratent. Ben oui, mais 100%, je veux dire, c'est une pratique dangereuse pour les professionnels. Puis il y a un changement à faire là. Fait que quand ça rejoint les rangs amateurs, peu importe le sport, puis qu'ils n'ont pas l'appui d'une bonne équipe, c'est juste comme. Ouais, exact. Le plus con là-dedans, c'est que ça se contrôle. Il y a une façon de contrôler ça. One Championship l'a fait, puis il y a probablement d'autres manières d'imposer des pesées séparées ou sur un plus long horizon de temps qui t'empêcherait de perdre trop de poids dans des hydratations, puis ça serait réglé. Honnêtement, je ne serais pas peut-être demander à quelqu'un qui sait, mais je ne vois pas l'argument pour. Je ne vois pas ce qui empêcherait le UFC, par exemple, aussi de réglementer ça, parce que, en tout cas, si vous en connaissez un argument en faveur des coupes de poids, genre qu'est-ce que ça apporte là, au sport, puis en général, je suis tout oui, mais j'en ai pas là, dans ma manche. Là. C'est vrai qu'il y a des manières de procéder, là, autres comme à One. Faber, qu'est-ce que justement, tu penses des coupes de poids? C'est une vieille coutume que le monde font pour aucune raison valable, puis tu sais, des vieilles affaires que tu fais depuis toujours, puis tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, là. C'est le weight cutting, man. Puis ça n'a aucun bon sens, puis ça devrait arrêter. Je suis 100% d'accord. Parce que plus que la science avance, plus que les gens vont être capables de faire des grosses coupes. Oui. Après, si tu veux, genre, devenir lean, parce que dans ton temps de repos, tu sais, tu t'engraissais un petit peu, là, tu reprends le camp d'entraînement, tu contrôles un peu ton alimentation, ça varie ton poids de 5-10 livres. Fine, mais tu sais, c'est juste de descendre de 40 livres là, en quelques mois ou de perdre genre 25 livres d'eau là, en 24 heures. Non, c'est ça n'a aucun bon sens. Tu sais, mettons, localement, là, le lightweight moyen va commencer sa coupe d'eau à genre 168 livres à peu près pour faire 155. Déjà, ça, je trouve ça quand même assez mongol. Puis c'est zéro une grosse cote, là. Tout le monde, quand ils sont là, sont genre, je suis 168, ben, tranquille, man, puis ils vont faire leur bain. Ça n'a aucun bon sens, man. Leur bain ou leur sauna dans le sauna, il y en a qui font encore ça super old school, là. Mais tu sais, mon point, c'est même pas que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que le point, c'est pas que tu n'es pas capable de faire ça. Tu sais, fine, tu es capable de perdre 13 livres en eau, c'est bien correct, tu sais, puis peut-être que tu le fais en environnement contrôlé, puis c'est même pas si pire pour toi. Mais c'est juste, si tu n'as pas besoin de le faire, si personne n'avait besoin de faire ça, je pense que tout le monde serait content. Genre, ni toi, ni ton adversaire, aucun des deux. Personne ne le fait.
Fait que vous faites pas chier la nuit d'avant, vous vous couchez, tu glandes sur Instagram, tu fais tes affaires. Tu t'entraînes mieux, tu sais aussi, tu es un meilleur combattant, tu es plus en shape le lendemain aussi là, pour te battre. Là, ben, c'est parce que moi, quand il me disait, maintenant, Olivier, il disait, moi, ce à quoi je pense à la page d'un combat, c'est la coupe de poids. C'est mon premier combat. Après ça, quand j'ai fait ça, là, je relaxe puis je pense à mon combat. C'est une scène, là. Ah, ça n'a aucun bon sens. Écoute, Mick Dufort, là, il a déjà passé dans le sauna, final à l'hôpital avec kidney failure, là, straight up. Ah ouais, hein? Pour un combat à TKO, c'était contre Kevin Généreux. Tu sais pas si ça battre contre Kevin Généreux. Ah ouais, il a fini à l'hôpital bien raide, man. C'était pas drôle pas à tout, là. Puis, le combat d'après, il a juste trouvé quelqu'un qui pouvait l'aider avec ses weight cuts. Puis, il a refait la même cut, la même affaire, sauf qu'il l'a eu cette fois-là, il est pas mort. Bon. Tu sais, c'est tellement bad. C'est aléatoire aussi, là, il y a ce côté-là aussi qui fait que, c'est ça, c'est vraiment très, très aléatoire. Parlant de Mick Dufort, au terme de tes 3 mois d'entraînement, tu as fait du sparring avec les nommés Fred Duprat et Mick Dufort. C'est pas les deux plus nice à pogner en sparring, ça, hein? Tabarnouche! Au moins, Mick, il était gentil avec toi. Moi, il est pas fin de même avec moi, pas à tout, là. Mais moi, c'était vraiment, là, tu sais, comme innocent, là, dans ce gym-là. J'étais comme, hey, c'est le fun. Puis, je vais faire un petit chamaillage à la fin avec deux, tu sais. Puis, je disais à Ali, tu sais, ça pourrait être Fred, puis Mick, puis il était comme. C'est toi qui l'a Ouais, moi, je disais ça à Ali, puis au coach, à Richard. J'étais comme, hey, je vais faire un sparring, puis ça devrait être Fred, puis Mick. Parce que moi, dans ma tête, c'est hot, c'est des pros, tu sais, ça aide, c'est le fun là, pour le propos, puis pour le clout là, autour de ce sparring-là. C'est genre du monde qui font des gros combats. Tu sais, aussi qu'on a tourné en combat à Samouraï, fait que je trouvais ça le fun aussi, on le reconnaît, tu sais. On le voit, tu sais, décapiter quelqu'un en 40 secondes, puis après ça, on le voit se pogner contre le journaliste, c'est parfait, tu sais. Mais c'est parce que moi, dans ma tête, c'est, tu sais, puis ce que Richard me disait aussi, c'est que plus que les gens sont bons, plus qu'ils sont capables de contrôler leurs coups. Ils savent ce qu'ils font, puis c'est dangereux de se battre contre quelqu'un ou de sparer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, puis qui commence, puis qui ne contrôle pas, puis va donner des gros shots pour rien et tout. Fait que ça me rassurait, puis je me suis dit, ben, mieux que ces deux-là pour savoir ce qu'ils font, mais j'ai comme compris, là, pas trop loin de cette journée-là, en tout cas, non, je voyais la face à Oli qui était comme, c'est quoi cette idée-là? En tout cas, man, puis là, au début, on n'a pas tout laissé parce qu'il fallait réduire, puis ça aurait été long, là, mais la discussion juste avant de monter dans l'octogone, Richard, il est comme, bon, faites attention, là, je veux dire, il y a 4 caméras. Puis là, Fred était comme, non, je peux pas y faire mal. Puis là, le coach était comme, oui, tu peux. Ouais, je te garantis que tu peux, là. Fred, qui n'est pas réputé comme étant celui qui va le plus doucement dans le gym non plus, là. Non, mais c'est ça, il est tough. Ben, en tout cas, ça a commencé, puis moi, je suis content pour l'expérience parce que c'est très authentique ce qu'on voit là-dedans. Je suis réellement surpris. Là. Ça commence, puis Mick, il lance un premier jab, puis je suis saisi. Là. Je suis comme, OK, mais il me frappe, là. Puis pour eux autres, c'est rien, mais pour moi qui n'avais rien vécu, là, à part 3 mois d'entraînement à partir de 0, j'étais comme, Chris, il me frappe, là. Puis là, je suis devenu vraiment nerveux. Puis c'est hot parce que c'est de ça que ça a fait. J'ai fait la démonstration, c'est que moi, je me trouvais bien en forme, puis j'étais sûr, hey, là, ça fait 3 mois, j'ai appris plein d'affaires. Check-moi bien, là, je vais faire un takedown, je vais faire un rear naked choke, ça va être malade. Finalement, il lance 2-3 shots, puis là, j'oublie tout. Je deviens juste stressé. Ma garde est baissée, je tourne en rond, je cours partout. Puis après un round, j'ai plus une crise d'énergie. Ah, je peux pas. Excuse-moi, je ne suis pas censé sacrer. Ici, ça va. En tout cas, c'est le seul en 45 minutes, c'est correct, mais je suis devenu vraiment, vraiment stressé, puis vraiment vidé. Puis, fait que, j'étais super. Après ça, c'était tough à regarder, honnêtement. Ça m'a pris des mois avant de le réécouter. Je travaillais sur d'autres choses, mais j'avais un petit sentiment de honte parce que j'étais comme, hey, je voulais montrer un peu ce que j'avais appris, puis j'étais un peu déçu de moi-même, c'est normal que j'avais pas plus performé que ça parce que c'est un mismatch incroyable. Ben oui. Mais j'étais sûr que j'allais plus comme faire la démonstration d'une coupe d'affaires et tout. Fait que mais c'est ça, c'était quand même genuine là, sur le coup. Là, j'étais complètement vidé, puis à la fin, ils ont comme catché. Là, je saignais du nez et tout. Fait que
ils se sont calmés les deux, puis Richard était tellement fâché que même Fred, il était piteux, puis là, il me frappait plus vraiment, puis il était comme, ouais, prends mon dos, puis là, il me montrait son dos. J'étais tellement fatigué que genre, j'étais même pas capable. C'était pathétique, puis là, lui était comme, oh my God, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Puis là, Richard était comme, you guys, you're going to ruin my gym! Puis il était comme, vraiment, vous avez snappé d'un journaliste devant 4 caméras, je suis fini, qu'est-ce que vous faites? Mais tu sais, moi, l'affaire, c'est que je le savais. C'est parce que moi, je sais ce que je fais. Je connais ma job, ça, je veux dire. Mais Richard, puis tout ça, il ne savait pas, là, ça allait être quoi le outcome de ça, tu sais. Ouais. Moi, un gars, elle venait avec des caméras, puis tout, ça peut être juste un vlogueur. Peut-être ça allait être cheap, là, le résultat. Après, qu'il avait vraiment vu ce qu'on fait, puis le niveau de production. Mais moi, je le savais qu'une fois qu'on allait être passé là-dedans avec le monteur que j'ai, qui est un génie, puis, tu sais, les 4 angles de caméra, ça va être malade, là. Ça va avoir l'air bien plus professionnel que ce qu'on vient de vivre là, dans l'octogone. Ce ne sera pas genre juste une démonstration de... C'est juste deux gars trop forts. Deux gars qui te battent. Deux gars qui battent un dude avec un micro. J'étais comme, je savais que ça allait pas... c'est pas ça c'est pas ça que ça allait être comme résultat final. Puis je savais qu'il y avait un propos derrière ça qui était, t'as bien beau avoir l'impression que tu as beaucoup progressé en 3 mois, ben, tu pognes un mur quand tu te rends compte c'est quoi le niveau de forme que ça prend pour faire un combat, même des tout petits rounds. Puis, à quel point ça te rend humble par rapport à ce que quelqu'un fait pour une ceinture, des 5 rounds de 5 minutes contre quelqu'un qui frappe de toutes ses forces puis qui est un des meilleurs au monde. Là. Pas des petits comme juste ça m'a blown away. Là, ça m'a permis de le vivre, de faire une expérience un peu absurde de ce mismatch-là avec ces deux gars-là. Mais sur le coup, la face au coach, puis aux deux gars, c'était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on vient faire? Fait que je pense que tout le monde est assez soulagé maintenant qu'ils ont vu ça. Ils sont comme, ah, OK, phew. Richard, ça fait comme 7 mois qu'il dort plus. Là. Ouais, c'est ça. Pauvre Richard. Ah non, là, c'est sûr que c'était pas le fun, l'attente, là, mais en tout cas, au moins, je pense qu'il est content. Là. Mais tu as réussi à choquer Mick Dufort. Je vais te mettre sur le côté ici là, pour qu'on voit ta réaction. Puis Samouraï t'a fait je ne sais pas si tu l'as vu, là. Samouraï t'a fait un petit... Ouais, mais, moi, j'ai dit à Romy, là, j'ai dit comme, c'est hilarant, OK? Puis je vais le poster, ce poster-là, mais tu vas enlever la victoire puis tu vas mettre une défaite. Parce que il n'y a aucune victoire là-dedans. Là. Le gars, là, tu sais, Mick s'est mis la tête dans mon triangle, là. C'est bien installé de même. Là. Puis là, il fait semblant de choquer. En plus, il est là. Genre... Et ça, c'est drôle. Ouais. C'est vraiment drôle. Non, mais le poster est malade, mais je vais plus utiliser ça avec la défaite. Oui, hein? Moi, c'est ça que quand je l'ai mis à Romy, je dis pourquoi pas la défaite? Il a choqué Mick Dufort. Je dis ben oui, il y a une victoire. Personne qui a choqué Mick Dufort. Aïe, aïe. Hey, Mick Dufort, là. Mick Dufort, je l'ai déjà pogné. Écoute, on était en kimono, OK? Puis lui, il connaît pas ça, le jiu-jitsu en kimono, il connaît pas ça pantoute, OK? Fait que je l'ai pogné dans un move de kimono où j'étais en train de l'étrangler avec son propre kimono. Puis il s'en est rendu compte que j'étais en train de le pogner. Man, il a fait une chandelle sur sa tête sans ses mains. Il a jumpé l'autre bord. Il a sorti de mon choke. J'étais genre, man, c'est pas juste. C'est pas juste s'entraîner avec toi, Mick. Ce gars-là, là, il est quelque chose. Non, ben c'est ça. J'aurais jamais fait. Il n'y aurait aucun triangle de fermé sur aucun de ces deux-là. En dehors de cette situation-là où Richard était comme, bon, là, tu sais, comme quasiment laissé on s'en aille. Puis après ça, tu te dis, vous m'avez laissé gagner, puis Ali qui répond, tu voulais-tu qu'on te kick d'en face? Comment c'est que c'est passé ici, là? Ils m'ont laissé gagner. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Qu'on te kick d'en face? J'étais comme, ça aussi, vous l'avez fait? Ah, c'était bon. Hey, Nico, est-ce que maintenant, on peut dire que tu es rendu un hardcore fan du MMA ou un fan, en tout cas, des arts martiaux mixtes, puis de la scène locale aussi? Est-ce que les Fred Duprat qu'on a annoncé là, hier qu'il allait combattre à Samouraï, Mick Dufort qui se promène aussi sur les grosses scènes, est-ce qu'on va te voir à Samouraï, pas dans le cage, mais peut-être autour, aller voir des galas pro? Ben, c'est sûr que je reste fan comme j'étais fan, mais
plus dirigé vers ce qui se passe ici, tu sais, par rapport à avant. Maintenant que j'ai vu qu'il y avait une grosse scène locale, c'est sûr que je vais m'y intéresser plus, surtout que je m'entraîne. C'est comme dans n'importe quel sport que tu pratiques, tu apprécies encore plus le regarder. Fait que c'est certain que je risque de retontir de temps en temps, comme on dit. Très cool, très cool. Ben, dans ce cas-là, tu nous feras signe, on pourra venir te saluer en vrai, te serrer la pince à un gala pro ou un gala amateur avec la face brouillée. Yes! Si jamais. La face brouillée en live, là. Ouais. Mon bout préféré, ça, man. Mon bout préféré. Je le sais vraiment pas à quel show amateur t'es été. Ouais. Je l'ai pas reconnu. C'est un grand mystère. Ouais. Ben, écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Faber, aussi d'être passé dans le show. On a bossé vraiment notre le fun, ça fait plaisir. Fait que, au plaisir de vous recroiser, les gars. Yes. Hey, merci beaucoup. Un gros Ciao. merci.